Bienvenue sur Le Magicien, le podcast qui te dévoile les mystères du tarot. Moi, c'est Fabienne, je suis tarot coach et formatrice. Sur ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances sur la pratique du tarot et des discussions passionnantes avec mes invités experts. Que tu sois curieux, débutant ou déjà passionné, ce podcast est fait pour toi. Alors, si tu es prêt ou prête à me suivre, c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, sur Le Magicien, on vous donne la vérité sur le tarot de Marseille. Je vais parler de quelques mythes qui entourent le tarot et pourquoi il est crucial de les déconstruire, dans le but d'affiner un peu la réflexion, donc d'inspirer et d'améliorer notre pratique. Je vous dévoilerai aussi une grande découverte historique toute récente qui date de cette année par un grand chercheur sur le tarot, Andrea Vitali, et vous verrez qu'elle est assez marrante. Le tarot est plus populaire que jamais et c'est une bonne chose, mais c'est aussi un problème. Pourquoi ? Parce que plus que jamais, on est dans quelque chose qui peut se vendre, donc il faut faire très attention au message vendeur, c'est-à-dire à tout ce qui est séduisant, c'est-à-dire fait pour nous plaire plutôt que pour être vrai. Les influenceurs et même les éditeurs qui veulent vendre leurs livres vont souvent avoir tendance à mettre en avant des arguments qui fascinent, qui font rêver, au détriment d'une vérité historique qui est plus compliquée, tout simplement parce que faire rêver les gens, ça fait vendre. Et pour quelqu'un qui débute, c'est un vrai problème parce qu'on se retrouve rapidement face à une saturation de messages dont on n'a pas du tout les moyens de savoir s'ils sont vrais ou faux si on n'a pas fait soi-même des très longues recherches historiques. Le tarot venu d'Égypte ou d'Inde, inventé par Marie-Madeleine, par les Rose-Croix, par les Gitans, l'exemplaire unique perdu au fond d'un puits puis retrouvé par miracle, ce sont des mythes poétiques. Et c'est très bien la poésie, le mythe, seulement le problème c'est quand on les présente comme des vérités factuelles. Et c'est un problème parce que on rentre dans les histoires fantasmées. Or, le fantasme, c'est quelque chose qui bloque la réflexion. Et quand il n'y a plus de réflexion, plus d'entente possible, ça crée du conflit, voire une certaine forme de violence. Si quelqu'un affirme un fait et que quelqu'un d'autre affirme un contrefait, il n'y a plus de discussion ou de réflexion possible, seulement le fait de choisir son camp. On l'a bien vu il y a quelques années. Et pas que ça. Le problème, c'est qu'en tarot, si on accepte des faits alternatifs parce qu'ils nous plaisent ou parce qu'ils nous font rêver ou parce qu'ils nous parlent, c'est pas une bonne porte d'entrée pour un outil qui nous sert à ouvrir les yeux, à nous remettre en question et à mieux comprendre ce qui nous arrive. Puisque dans un tirage de tarot, on tire les cartes au hasard sans les choisir, c'est justement pour ne pas qu'elles nous disent ce qu'on a envie d'entendre. C'est justement pour y trouver autre chose que ce qui nous plaît et ce qui nous fait rêver. Autrement, on s'enfermerait dans le rêve. Or, si on ne veut pas perdre son temps quand on tire le tarot, il est aussi bon de se rendre compte qu'on tire les cartes pour parler de notre vraie vie, pour avancer concrètement, donc qu'on n'est pas là pour juste rêver, pour juste rester dans le fantasme. Si on choisit de romancer le tarot pour le plaisir, quand on est honnête, il faut être clair et ne pas faire passer ces mythes pour des vérités factuelles ou historiques. Mais de toute façon, à mon avis, à moi, même si on est explicite sur le fait de poser des mythes, ça peut poser problème aussi parce que les gens ont tendance à croire ce qui les séduit, indépendamment de ce qu'on aura pu leur dire pour préfacer l'histoire. Le tarot a ses mythes fondateurs, l'Égypte ancienne, la magie, l'occultisme, les dons spéciaux, mais son histoire va dans un tout autre sens. Au final, le tarot, c'est un miroir. On peut y projeter tous les mythes que l'on veut, mais ce qu'il reflète parlera toujours de nous et pas de lui. Et dans cet épisode, je vais vous parler de quelques mythes, surtout pour vous montrer comment on distingue le mythe de l'histoire. Le but, c'est qu'on puisse reconnaître quelqu'un qui essaye de nous vendre quelque chose sans que ce soit dans le but de nous élever, par exemple. On va voir aussi que les embûches sont nombreuses et qu'il faut vraiment avoir l'œil pour pas tomber dedans. Au final, c'est qu'un tarot sans fantasme, en fait, ça se mérite. Donc je vais vous parler de quelques mythes en vous donnant à chaque fois la raison pour laquelle on a ce mythe. Le premier, c'est que le tarot de Marseille est de Marseille. Si vous suivez cette chronique ou que vous vous êtes déjà un peu intéressé à l'histoire du tarot, vous savez que c'est pas le cas. Le tarot est né en Italie au XVe siècle et pas à Marseille en France. Il y est arrivé plus tard, parce que Marseille, comme bien d'autres villes, possédait des fabriques de cartes à jouer. Donc en France, il nous est resté pas mal de tarots anciens qui étaient effectivement fabriqués à Marseille, comme dans d'autres villes, mais le tarot lui-même ne vient pas de France. Aujourd'hui, en plus, le terme tarot de Marseille ne désigne d'ailleurs même pas un jeu fabriqué à Marseille, mais un type particulier de tarot, qui est reconnaissable à ses figures comme le pape, la papesse et les 22 arcanes majeures. Et ce nom persiste, en fait, quelle que soit la ville où les jeux ont pu être imprimés, sachant même qu'aujourd'hui, la plupart du temps, c'est en Chine.
On retrouve un phénomène similaire avec le tarot de Besançon, qui en réalité est un jeu qui a été inventé à Strasbourg, mais dont la fabrication s'est ensuite concentrée dans les usines de Besançon, ce qui a fixé son appellation. La différence entre un tarot de Besançon et un tarot de Marseille, c'est que la papesse et le pape, ils sont remplacés par Junon et Jupiter. C'est assez intéressant. Donc, un tarot de Besançon, ce nom-là désigne le type de jeu. Il peut très bien avoir été imprimé à Strasbourg ou ailleurs. De même qu'un tarot de Marseille, c'est un autre type de jeu. Il y en a même 2 sous-catégories différentes. Il peut avoir été imprimé à Lyon ou ailleurs. Donc cette ambiguïté autour des noms montre bien déjà que c'est hyper compliqué et ensuite que ces appellations ne correspondent pas simplement à des origines historiques. Et si on remonte aux origines du tarot, les indices historiques pointent plutôt vers la ville de Ferrare en Italie. Et Marseille n'a vu arriver le tarot que très tard. Je trouve ça intéressant parce que le fait que Marseille soit français a généré un marquage extrêmement fort entre le monde du tarot français et les autres. Dans le monde anglo-saxon, le tarot de Marseille est tellement oublié que c'est le Rider-Waite qui est considéré le tarot de référence le plus vrai, le plus ancien et le plus authentique. Et ça fait bizarre vu d'ici, puisque le Rider-Waite ne date que de 1909. Comme quoi, les débuts historiques des uns sont pas les débuts historiques des autres. Donc les Français pensent que le tarot vient de France, les Anglais pensent que le tarot vient d'Angleterre, alors qu'historiquement c'est un jeu italien. Et le seul nom italien que je connaisse dans le monde du tarot de façon intéressante, c'est Andrea Vitali, qui est un des plus grands historiens qui soit. Donc pas un tarologue qui raconte des histoires, mais quelqu'un qui parle de faits. Mais lui, c'est pas un businessman, c'est un vrai chercheur. Donc je vais vous parler un petit peu tout à l'heure d'une grande découverte qu'il a fait. Mais d'abord, on va voir le deuxième mythe. Le tarot a été créé par et pour des initiés. Alors c'est compliqué de commencer à parler de ça parce que beaucoup de gens affirment ça, que le tarot a forcément été créé par des initiés. Le problème, c'est que c'est trop flou. C'est facile d'affirmer un truc comme ça quand on s'appuie sur un terme qu'on ne définit pas et qui donc peut vouloir dire tout et rien selon ce que nous allons projeter dedans. Initié, ça veut dire initié à quoi ? Spontanément, on pense initié à l'ésotérisme, ce qui veut pas dire grand-chose non plus. Du coup, on projette initié à des grands mystères magiques et occultes, alors qu'en fait, ça pourrait être initié à la poterie, quoi. Et me dites pas que je crois ça parce que je suis pas assez initiée, parce que c'est aussi un argument qui vient. Moi, dans ma vie, j'ai fait aussi le rituel d'initiation, comme dans Tintin et les cigares du pharaon, donc officiellement, j'ai le droit de parler de ça. On parle beaucoup des quartiers comme de grands initiés. Ça, historiquement, ça n'a aucun sens, déjà parce que les quartiers, les fabricants de cartes, à l'époque, sont ceux qui fabriquent les tarots et pas ceux qui les inventent. Et surtout parce qu'à l'époque, être quartier, c'était extrêmement mal payé, avec des taxes très lourdes. Donc en fait, c'était des artisans qui devaient se concentrer sur le fait de survivre. Ils n'avaient pas le loisir de se consacrer à des hautes questions intellectuelles, comme le mystère qu'on est pour soi-même, et tout ça. Ils n'avaient pas de loisir du tout, en fait. La confusion vient de ce que la franc-maçonnerie, au départ, était opérative et qu'ensuite il y a eu la franc-maçonnerie spéculative. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au début, il y avait des guildes de bâtisseurs qui se transmettaient un savoir technique entre maîtres architectes pour construire des cathédrales, entre travailleurs, quoi. Ça, c'était la franc-maçonnerie opérative. Et ensuite, plus tard, on a inventé une maçonnerie symbolique où on ne construit rien de concret, il n'y a pas de pierre, mais des intellectuels se transmettent un savoir ésotérique. Et donc, si on confond les deux, alors on va se retrouver à dire que les maçons de l'ancien temps, qui construisaient des murs, se caractérisaient par leur savoir ésotérique. Ce qui n'est pas le cas. Ils avaient un savoir technique, parce qu'ils savaient construire des bâtiments, des cathédrales. Les artisans quartiers, c'est pareil. Ce sont des travailleurs qui savent graver des moules avec des dessins qu'ils copient. Et pour se poser des questions existentielles, il faut en avoir les moyens. Ça n'est pas le cas. On n'a pas encore inventé les congés payés à cette époque-là. Alors, les initiés seraient donc ceux qui ont choisi les images, pas les quartiers, comme le tarot de Mantegna par exemple. Et c'est là qu'on est confronté au problème que initié, ça veut pas dire grand-chose. Évidemment que c'était des gens qui avaient un savoir, parce qu'il faut avoir une grande culture pour connaître les vertus cardinales par exemple. La force, la justice et la tempérance. Et la prudence d'ailleurs, qui, elle, est dans le tarot Minchiate. Ça, c'est pas un savoir d'artisan. Un savoir d'artisan, c'est comment fabriquer des choses. Ça, c'est un savoir de clerc, c'est un savoir d'intellectuel. Mais mon point, c'est que ces histoires de vertus cardinales et tout ça, c'est une culture normale pour la Renaissance, qui n'a rien d'ésotérique. Si on a une suite d'images qui nous parlent autant, c'est parce qu'elles ont été choisies pour instruire et pour inspirer, parce que tout simplement les beaux jeux gravés avec des allégories s'adressaient aux aristocrates
dont les jeunes avaient des chances d'être appelés à gouverner, et que pour gouverner, c'est bien de savoir ce que c'est que la justice, par exemple. Pour être un bon chrétien, c'est bien de savoir qui est le pape, par exemple. Et pour être intelligent, c'est bien de réfléchir, notamment de réfléchir à l'ordre des différentes choses, parce que les cartes de tarot ont toujours été rangées plus ou moins dans un ordre qui signifiait une hiérarchie. Le misérable, il est beaucoup plus bas que Dieu. Donc oui, si on parle uniquement des atouts, comme c'est un résumé de la culture de la Renaissance, oui, ils ont été créés par des gens cultivés, des gens qui avaient du savoir. Mais là, on n'est pas du tout dans l'initiation magique. Après, la lecture du tarot, c'est autre chose. Utiliser le tarot pour faire de la divination, ça s'est toujours fait, comme on a toujours utilisé les cartes à jouer ou n'importe quel support qui fait intervenir le hasard pour obtenir des messages. Ça n'était pas du tout propre au tarot. Alors, est-ce que c'était des initiés qui faisaient ça, par exemple des femmes qui se basaient sur un savoir spécial, ou est-ce qu'elles inventaient ce qu'elles faisaient ? On ne peut pas savoir. Là, on n'a pas de traces historiques. Enfin, l'étude du tarot, c'est encore autre chose de différent. Lire le tarot, la cartomancie, à l'origine, c'est plutôt un truc de bonne femme, c'est pas sérieux. D'où le fait que c'est compliqué de dire que ce sont des initiés. Par contre, étudier le tarot, là, c'est sérieux, entre guillemets. Quand on regarde les auteurs du 19e, 20e siècle, ce sont toujours des hommes. Est-ce qu'ils sont initiés, ces hommes-là ? Là encore, c'est compliqué. Certains veulent juste vendre leur came, comme Antoine Cour de Guesblen, le philosophe des Lumières, qui, le premier, a écrit que le tarot pouvait contenir des secrets cachés au lieu d'être un jeu de cartes ordinaire. Si ça vous intéresse, on a tout un épisode sur lui, sur le magicien déjà. Ce qu'il écrit, c'est de l'invention pure, qui va jusqu'à l'absurdité, tout simplement parce qu'il avait besoin d'argent et que c'était crucial pour lui de vendre ses bouquins vite. Par contre, c'est vrai qu'il était initié en franc-maçonnerie, comme un peu tous les intellectuels importants de cette époque. Donc, malgré le fait qu'il n'ait écrit que des bêtises sur le tarot, il faut reconnaître qu'il fait officiellement partie des initiés, au sens de ceux qui pensent le fait de travailler sur soi. Un initié, c'est pas une personne magique, c'est une personne qui a réfléchi à des questions philosophiques de façon un peu appuyée. Ça ne l'empêche pas de dire des conneries par ailleurs. Troisième mythe, tarot veut dire voie royale ou quelque chose de cool comme ça. Donc le premier à lancer des mythes comme ça sur le tarot, c'est encore Cour de Guesblen. De Guesblen a inventé tout ce qu'il écrivait, et le plus gros, c'est justement ce mythe-là qui est devenu un mythe fondateur de la signification du mot tarot. Il disait que tar-ro en égyptien signifiait voie royale. Le problème, c'est qu'il écrit en 1781, et c'est Champollion qui a déchiffré les hiéroglyphes en 1822, donc super longtemps après. Et encore à ce moment-là, arriver à reconstituer leur prononciation, c'était loin d'être gagné. Donc, de Guesblen n'avait pas de dictionnaire de l'égyptien sous la main pour aller chercher son idée, puisque ça n'existait pas, donc il a complètement inventé. Mais c'est une belle histoire, donc c'est devenu un grand mythe qui a été repris. Pourquoi ? Parce que c'est une bonne idée, c'est une idée plaisante, à laquelle on a envie de croire. Cette idée que le tarot était égyptien était en plus conforme à la mode de l'époque, l'orientalisme, un courant qui considère que tout ce qui est égyptien, c'est-à-dire étranger et exotique, c'est sexy et mystérieux. Donc on le met vraiment à toutes les sauces. Et surtout sans rien y connaître à la culture égyptienne, parce que c'est pas du tout le sujet. Ce qui intéresse à ce moment-là, c'est juste que ce soit exotique. Donc on voit le côté raciste en fait. Notamment, en 1789, Jean-Baptiste Hayet crée le Grand Tétela ou tarot égyptien, qui a un grand succès. Parce qu'il a lu de Guesblen et parce qu'il veut capitaliser sur l'effet de mode. Et ça marche. On n'est pas non plus aidé par le fait que si aujourd'hui on tape tarot égyptien sur Amazon, ça va en sortir des pages et des pages. Il y a des tarots égyptiens dans tous les sens. Parce que ça fascine, parce que c'est exotique, donc inconnu entre guillemets, donc on peut raconter un peu tout ce qu'on veut. Et donc quand on est débutant, on est bombardé de cette information-là tout le temps, parce que les gens répètent, parce que ça vend, et donc c'est difficile de ne pas y croire. Et c'est vrai que c'est beaucoup moins vendeur de dire que le tarot est apparu dans un pays normal comme l'Italie. Après, en ancienne Égypte, des papes, il n'y en avait pas des masses, donc bon. Plus tard, il y a eu d'autres interprétations plus ou moins débiles. Par exemple, le fait que tarot ressemble à Torah et que donc c'est la preuve que le tarot a été inventé par les Juifs. Bon, c'est très bas de plafond quand même comme argument, faut le dire. Et pareil, même si on ne connaît pas l'histoire du tarot du tout, il n'y a pas besoin de beaucoup de connaissances déjà à nouveau pour savoir qu'il n'y a pas de pape chez les Juifs. Aussi, de façon plus sérieuse, pour le fait que la Kabbale a en horreur absolue les représentations humaines et surtout féminines. Et donc,
que jamais dans cet univers-là, culturellement, on ne pourrait représenter, par exemple, la justice ou la force sous des traits humains et surtout sous des traits féminins. Et surtout, ce sont aussi des représentations absolument typiques et banales de la Renaissance italienne. Donc en fait, c'est pas étonnant que ce soit italien. Mais ça n'arrête pas les gens qui ont envie de voir ce qu'ils veulent dans les détails. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que c'est vraiment beaucoup de temps perdu à écrire et à lire des informations fausses, uniquement parce qu'on aime mieux les histoires romanesques que l'histoire universitaire, qui, je vous l'accorde, est vraiment ennuyeuse. Surtout que ce qui est important dans le tarot, ça n'est pas où il est apparu, c'est ce que nous, on en fait personnellement. Néanmoins, je voudrais quand même vous partager quelque chose de très fort, une découverte toute récente donc d'un grand historien, Andrea Vitali, dont je vous parlais tout à l'heure, qui vient d'écrire un article dans Tarot Focus, qui est un magazine en anglais que vous pouvez acheter en ligne, sur la signification du mot tarot. Jusqu'à l'an dernier, nous dit-il, on n'avait que des hypothèses, on n'était pas sûr. Ces hypothèses se basaient sur des textes du XIVe et du XVe siècle, dont les auteurs disaient que ça avait l'air de vouloir dire fou, mais ils n'étaient pas sûrs. Donc, on avait vaguement une idée, mais on n'avait pas les preuves. Parce qu'en fait, depuis des siècles, les gens jouent au tarot sans savoir ce que veut dire ce nom, ce qui est normal, parce que nous, quand on joue au poker, à moins d'être un grand spécialiste de l'histoire de la carte à jouer, on ne sait pas ce que ça veut dire, poker. Mais bon, donc cette année, en 2025, à force de faire des recherches, Andrea Vitali a fini par mettre la main sur des documents qui lui permettent maintenant d'affirmer que le mot tarot vient du nom de la première carte, qu'aujourd'hui nous on appelle le mat ou le fou, parce qu'à l'époque, tarot c'était un nom qui voulait dire fou, et donc cette carte-là s'appelait comme ça. Et aujourd'hui, on dit mat pour le fou parce que ça vient, on dit ça en français, mais ça vient de l'italien matto, qui veut dire fou, mais ça n'a pas toujours été le cas. Vitali a trouvé des mots grecs, notamment chez Platon, qui veulent dire déranger. Alors il dit c'est tarachei, moi je ne sais pas comment on prononce le grec. Il a trouvé des mots qui veulent dire agiter, tarachein, je crois, pour dire quelqu'un de fou. Et ensuite, ces mots, comme beaucoup de mots grecs, en fait, sont passés en arabe chez les savants, parce que les grands intellectuels se nourrissent les uns des autres, ce qui est normal. Et ensuite, des savants arabes, ces mots sont passés dans le vocabulaire italien, pour la même raison, parce que chacun s'inspire de l'autre. Donc, le verbe grec taracher devient l'arabe taraha, qui veut dire retirer, soustraire, qui donne l'italien tarare, et chez nous, on reconnaît le mot taré. Parce que quelqu'un qui a une tare, c'est qu'il lui manque quelque chose, il lui manque une case. Donc il est taré, ça veut dire il est fou. Et d'ailleurs, vous imaginez le travail de fou qu'il a fallu à Vitali pour prouver tout ça, parce qu'il faut retrouver tous les textes avec ce mot-là, il faut les dater, il faut refaire tout le chemin pour savoir qui a influencé qui sur des siècles et des siècles, quoi. Waouh. Donc le tarot, c'est vraiment étymologiquement un truc de taré. Et pour s'en rendre compte, il faut remonter la trace des mots qui se sont glissés un peu en douce d'un philosophe à l'autre. Je trouve ça vraiment rigolo. Et c'est logique, parce que comme historiquement le tarot est un jeu de cartes, déjà c'est quelque chose de vraiment pas sérieux. Et ensuite, comme le fou, c'est la première carte la plus importante, que ce soit historiquement ou en ésotérisme d'ailleurs, c'est logique qu'il ait donné son nom à l'ensemble. Et moi, ça me va très bien, parce que c'est quand même un truc de fou que de s'interroger sur son existence en manipulant des cartes à jouer. C'est ce qu'on fait d'un côté quand on veut apprendre, quand on veut penser, quand on veut approfondir, quand on veut remettre ses croyances en question, et en même temps quand on ne se prend pas trop au sérieux, parce que quand on se prend complètement au sérieux, comment remettre ses croyances en question ? Moi, j'aime bien le côté « il manque une case », parce que s'il nous manque une case, alors toutes les autres peuvent bouger, et sinon tout est coincé, tout est immobile. Donc, comment est-ce qu'on peut évoluer quand on a toutes ces cases, hein ? Bref, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que si une histoire paraît trop simple ou trop belle pour être vraie, c'est en général le cas. Les sources sont importantes aussi, il vaut mieux faire confiance à un chercheur qui ne fait rien d'autre que chercher et surtout qui est payé par l'université de toute façon, donc qui n'a pas d'intérêt financier à pousser une histoire plutôt qu'une autre, qu'à quelqu'un qui en fait a besoin de se mettre en avant et de se vendre pour vendre ses formations. Est-ce que c'est dans l'intérêt de la personne de pousser cette histoire ou pas ? C'est pour ça que vous voyez très peu de tarologues dire autre chose que « Ah là là, le tarot c'est un outil mystérieux, ancestral, venu de la nuit des temps, magique ou romantique », alors que l'histoire réelle du tarot est très très banale, c'est un simple jeu de cartes avec des éléments culturels complètement normaux, complètement typiques de la Renaissance italienne, qui est un contexte culturel extrêmement riche et intéressant. Pas mystérieux ou magique, mais vraiment riche. Bon, 3 mythes de tarot pour cet épisode. C'est assez, je vous en donnerai sans doute d'autres plus tard, parce que comme le tarot est un outil de projection,
on a projeté énormément de choses dessus. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous en voulez d'autres comme ça, ou si vous avez d'autres suggestions. Et d'ici la prochaine chronique, continuez à bien vous amuser. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir le magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.